Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Et surtout, je voudrais aujourd'hui que l'on torde très clairement Jean-François et David Jean-François, le coup à cette idée reçue que la communication B2B dans l'industrie, c'est un peu pénible. Moi, je considère que cette communication d'un industriel B2B, c'est un kiff absolu. Pour quelle raison ? Parce qu'en tant qu'agence, on a enfin de quoi être réellement créatif, alors que de prime abord, on se dit, bon là, ils vendent des EPI, alors des EPI, ce sont des équipements de protection individuelle, des vis, des trucs, bon, très techniques, des trucs d'usine, pardonne-moi de caricaturer la chose ainsi. Non, c'est ça. Mais ce que je trouve sensationnel, en tant que communicant, je pense que tu en es d'accord David, je pense que tu en es d'accord Jean-François, c'est que, étant donné que l'industrie de prime abord n'est pas nécessairement un secteur très très créatif, eh bien justement, on peut se le permettre pour sortir du lot. Est-ce que c'est le cas chez Rubix, même si 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2600 collaborateurs, c'est une magnifique réussite, mais est-ce que tu te dis, David, depuis que tu as pris la DIRCOM, de cette très belle boîte, ben ouais, il va falloir qu'on sorte du lot, il va falloir qu'on soit pas juste un one-stop, il va falloir qu'on soit créatif et qu'on ait une vraie marque, une vraie communication de marque. Bah oui, en fait, moi je suis arrivé chez Rubix aussi pour ça. En fait, Rubix est né de l'acquisition de pas mal d'autres sociétés en France et de la fusion de 2 entreprises qui étaient concurrentes, que je vais citer, du coup, qui s'appelaient Orexad et Brammer. Donc, je suis arrivé pile à ce moment-là, contexte de transfo, donc beaucoup de com interne, et puis du coup, une marque qui allait se créer. Et effectivement... alors peut-être c'est lié à mon entreprise, mais je crois que les concurrents sont un peu pareils. Il y a un peu de timidité à communiquer, comme si c'est pas si intéressant ce qu'on fait, ou on n'a pas besoin de ça, ou ça intéresse personne. Donc déjà, premier truc, c'est que du coup t'as le champ libre puisqu'il y a rien. Donc en fait tu peux t'amuser, tu peux te faire plaisir. Et puis effectivement, on est sur un truc un peu où les gens perçoivent pas tout de suite l'intérêt, donc c'est pas pour nuancer ce qu'on a pu faire chez nous, mais en fait finalement c'est assez facile d'être créatif puisque tu as le champ libre et que tout ce que tu vas proposer peut faire la différence, parce qu'en benchmarkant il y a finalement pas grand chose de fou, quoi. On n'est pas dans le B2C, on n'est pas dans la haute technologie, par contre on est dans l'industrie, et l'industrie c'est important quand même. Ouais, Laurent, tu as dit qu'il n'y avait pas de créativité dans l'industrie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que... Non, en tout cas, c'est une idée reçue. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de créativité dans l'industrie que chez M. Seguela, par exemple, ou dans la pub. Parce que de la créativité, tu en as tout le temps dans l'industrie. Tu as de la créativité au sein des bureaux de recherche, tu as de la créativité au sein des bureaux de développement, tu as de la créativité en logistique, par exemple. Je te rappelle, on a accueilli ici là, chez Erwan Bigot qui a une prod vidéo avec laquelle moi j'ai fait de la vidéo, enfin une série de vidéos sur l'utilisation de drones pour faire des inventaires. Je peux dire que c'est de la pure créativité, où tu mélanges du drone, tu mélanges des robots, tout ça pour pouvoir faire des inventaires et avoir des choses qui permettent aux gens de rester chez eux le week-end plutôt que de venir bosser le week-end. Et cette créativité, elle est permanente dans l'industrie. Et elle se retrouve forcément dans toute la communication que tu peux mettre en place. Et tu as besoin de beaucoup communiquer dans l'industrie, contrairement à ce qu'on peut penser. Tu prêches un convaincu. Dans un secteur comme l'industrie, et tu diras pas le contraire, David, il faut se réinventer quasiment tous les jours. J'exagère à peine. Si la communication, même si tu dis tu es un peu trop humble quelque part, David, en disant oui, personne fait grand chose de beau et de créatif, donc c'est pas difficile de sortir du lot. Non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un moment où il faut aussi avoir le courage, une valeur qui m'est très très chère, quand on est DIRCOM, d'avoir des campagnes de communication, quelles qu'elles soient digitales, qu'elles soient classiques, qui sortent du lot plutôt que montrer tous les produits en disant regardez, nos produits sont formidables. Oui. En fait, du coup, je vais reprendre un peu de crédit sur moi, parce que t'as dit que j'étais trop humble, mais effectivement, et c'est un des premiers trucs qu'on a fait, c'est travailler sur la marque. Comment tu te présentes ? En fait, on avait ce problème-là, parce que souvent, nos commerciaux, nos équipes, alors, soit 10 personnes présentaient la boîte de 10 manières différentes, soit on faisait ça par analogie. Vous connaissez Decathlon ? On est un peu le Decathlon de la fourniture industrielle, par exemple, parce que on est... Le mot de l'époque, c'était multispécialiste. Donc un multispécialiste, sur le papier, c'était spécialiste de tout et tu peux être spécialiste de rien.
ou en tout cas, c'est dur de porter une valeur ajoutée. Donc, on a travaillé d'abord là-dessus. Et donc, oui, on a été déjà créatif parce qu'on a fait rentrer une agence de conseil en stratégie de marque. Donc, déjà, quand tu es dans distributeur en fourniture industrielle et que tu fais ça, c'est déjà un peu une approche un peu osée. On a fait bosser nos collabs sur ça, sur ce serait quoi notre promesse, quoi, en fait, un peu la promesse de la marque. Donc, au début, on est arrivé sur quelque chose qu'on utilise encore. Cadrer vos besoins, vous faciliter l'industrie. Donc, on est là pour cadrer les besoins des clients, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément besoin que d'un produit, mais c'est ce que je vous expliquais au début, on est là pour leur faciliter l'industrie, pour qu'ils aient que leur travail à faire. Tout le reste, on s'en occupe en gros. Et puis finalement, on a été un peu plus loin, c'était pas très dur. Maintenant, on a une signature qui est dans nos coms, c'est facilitateur de l'industrie, tout simplement. Voilà, donc on est allé encore un peu plus loin. Je t'interromps, désolé. Vas-y. Tout simplement, mais c'est tout simplement, c'est le cas de le dire, la signature qui va parfaitement à ce que tu es. Donc c'est pas une histoire de tout simple, c'est que c'est le truc qui fit parfaitement. Donc c'est ça aussi la vérité dans la communication. Oui, ça a l'air simple parce que ça a demandé du travail. Voilà, effectivement. Je dis pas le contraire, mais encore une fois, je te trouve un peu trop humble. Si je puis me permettre. Non, mais dans le sens c'est simple. Enfin oui, t'as raison. Ça fonctionne bien, ça match bien parce qu'on a bossé le truc, nous, avec des agences, pour faire en sorte que oui, facilitateur de l'industrie, c'est vrai, tu viens de le dire, ça tombe bien. Bah ouais, ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on fait. Sauf qu'avant, on le disait pas comme ça. On le disait dans un truc qui était beaucoup moins sexy, beaucoup moins sympa, beaucoup moins fédérateur pour nos collaborateurs. Et puis du coup, beaucoup moins bankable, quoi. Tu dis à ton client, bah moi, je te livre ce que tu veux. Bon, voilà. Je te facilite l'industrie. Là, d'un coup, t'es sur une promesse de valeur qui est un peu plus sexy. Et donc, on est un peu plus content de l'incarner, quoi, forcément. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est la valeur ajoutée. En fait, on voit bien à travers ce simple mot la valeur ajoutée que vous apportez et d'être au-delà du simple fournisseur de produits. Il y a une vraie valeur ajoutée et on l'aperçoit bien. Ça veut dire aussi que la partie com, elle est au service du business. Elle est au service, alors elle est double service de la transfo de la boîte que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que t'approches, là, ce fait d'être facilitateur de l'industrie, ça nécessite quand même un changement de posture. Tu viens pas juste vendre des produits sur un catalogue, tu viens apporter ton expertise et du conseil. Et ça, tes collaborateurs peuvent pas changer comme ça C'est aussi une promesse, donc il faut pas décevoir. Il faut aussi tenir la promesse qu'il y a à travers ce slogan. C'est vrai, donc tu as raison, il faut pas décevoir. Et en même temps, c'est une promesse qu'on a installée, qui était aussi une promesse pour l'avenir. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de passer de pur vendeur à conseiller, on va dire, à porteur de solutions. C'est ce qu'on demande à nos commerciaux d'être. Et puis d'un point de vue externe, pareil, il faut pas décevoir, mais voilà, ça reste vachement plus intéressant pour nous d'être positionné comme ça que d'être positionné comme un pur distributeur, parce que si tu es un pur distributeur dans ce métier-là, bah, rapidement tu es comparé à Amazon. Et bon, bah, c'est quand même difficile de faire mieux qu'Amazon en termes de promesses logistiques pures. Et en interne, c'est peut-être aussi utile pour les gens qui bossent de se dire finalement des facilitateurs, donc on a une valeur ajoutée plutôt que d'être des pousseurs de carton. Exactement. C'est aussi ça, c'est ça, enfin c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a changé et qu'on va là-dessus, c'est que je dis pas que le métier de commercial est facile, loin de là, mais un mec qui rentre chez lui le soir en se disant même si c'est un peu pompeux, mais je facilite l'industrie, et l'industrie c'est un très beau métier, c'est un très beau secteur. Il y a des mecs qui fabriquent plein de trucs avec beaucoup de créativité. Bon, bah, c'est vachement plus engageant que de dire aujourd'hui j'ai vendu des gants de protection, même si c'est ultra important pour les usines. Mais il y a de quoi être extrêmement fier quand on travaille pour cette belle maison, 2600 collaborateurs, à peu près 60% sur le terrain, tu disais 1500. Je suis d'accord avec toi, Jean-François, et avec toi, David, que quand tu dis facilitateur de l'industrie, c'est quand même autre chose que j'ai vendu des boulons ou j'ai vendu des EPI, enfin, même si personne ne sait réellement ce que c'est que les EPI, mais tu disais des gants. Quand tu dis que tu as travaillé avec une agence, c'est toi qui as fait travailler l'agence quand tu es arrivé ? Oui. Donc c'est toi qui est vraiment, entre guillemets, à la naissance de la marque. En tout cas, de tout ce travail de plateforme de marque, en tout cas, le travail sur la marque. Comment ça s'est passé exactement ? Tu as dit, tu en as parlé un tout petit peu, mais j'aimerais bien qu'on rentre dans le détail, parce que aujourd'hui, Rubix, c'est une marque. Tu as été embauché pour ça aussi. Comment ça s'est passé ? Il y a eu des focus group. Qu'est-ce qui en est sorti ? Combien de temps ça a mis ? C'est un travail de longue haleine ?
Bon, je suis arrivé chez Rubix, il y a eu le Covid et tout, donc on a eu une petite période où on a fait autre chose que de... Enfin, voilà, on a géré ce qu'on a pu gérer, et puis moi, j'ai fait en sorte de m'adapter à l'entreprise et au contexte très vite. Et puis ensuite, quand je suis arrivé, on savait qu'on allait vers une fusion, vers la création d'une marque, donc il y avait ce truc-là qui allait arriver. Donc, une fois qu'on a passé le Covid, on a monté ce truc-là avec une agence avec laquelle j'avais déjà travaillé, même si on a fait un petit appel d'offres sur Lyon. Moi, je voulais travailler avec une agence lyonnaise parce que c'est plus simple. Et ensuite, globalement, la méthode était similaire partout, hein, un focus group. Alors, il y avait eu des interviews avec des membres du COMEX aussi pour que eux pitchent la boîte, comment ils la voyaient aujourd'hui, comment ils la voyaient demain. Là aussi, on s'est rendu compte que c'était dur d'avoir un pitch homogène. Voilà. Et puis ensuite, focus group avec des collaborateurs. À l'époque Covid, hein, donc puis en plus on a des gens dans toute la France, donc on a fait ça beaucoup en visio avec des espèces de whiteboard digitaux là, pour que l'agence puisse comprendre notre réalité. Et c'était difficile pour nous de les envoyer chez tous les clients et tout ça. Donc le mieux c'était d'écouter nos gars. Vraiment, c'était ça durait 2 heures, beaucoup de blabla dans le sens c'est de la matière vivante quoi, qu'elles ont, enfin c'était que des nanas pour le coup, mais qu'elles ont ensuite synthétisé pour en faire cette première signature là sur le côté de cadrer vos besoins, faciliter l'industrie, qu'on a poussé un cran plus loin 1 ou 2 ans après. Et le nom Rubix, c'est toi qui l'as travaillé? Pas du tout, ou... Rubix, en fait Rubix donc moi je suis Rubix France. On appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Rubix, qui est européen, donc dans 23 pays. Et en fait, la marque, le groupe avait déjà les 2 marques françaises que j'ai citées tout à l'heure. Et décision a été prise à un moment donné. Les activités ont été rapprochées, tout le monde était prêt. Donc à lancer cette marque en France, qui n'avait, je pense, pas plus de notoriété que ça à l'époque, ni en Europe ni en France. Et l'ensemble de ton scope aujourd'hui, c'est quoi? Communication interne. Communication, je vais dire plutôt externe, corporate et institutionnelle. Et puis sur la partie com client, c'est beaucoup de collaboration avec le marketing, le digital, mais surtout le marketing, nos business units, parce qu'on est organisé là depuis peu en business unit, et avec le terrain, on appelle ça le réseau, mais donc les équipes commerciales pour là, comme commercial, c'est vraiment beaucoup équiper nos gars avec ce dont ils ont besoin pour vendre. C'est-à-dire un catalogue, peut-être? Excuse-moi, Jean-François. Alors oui, mais du coup, sans rentrer trop dans le détail, mon équipe est impliquée sur ces catalogues, mais n'est pas honneur du sujet. En fait, on est là pour designer le catalogue, les grands messages de com, et puis après, c'est un autre métier, la production d'un catalogue. Donc, c'est les gens qui sont spécialistes là-dedans qui font ça, avec des prix, des références, de la data produit que mon équipe je ne gère pas. Et puis après justement pour aller plus dans ce côté facilitateur et apporteur de solutions, on développe d'autres outils pour que nos commerciaux ils soient plus seulement en train de vendre des catalogues, parce que quand tu vends un catalogue, tu vends des produits, mais pour vendre aussi des solutions, là, les vending machines dont j'ai parlé par exemple. Donc là on est sur une autre façon de présenter le sujet. Est-ce qu'il y a un rôle aussi de relais de la communication de vos fournisseurs? J'imagine que celui qui produit des gants, il a aussi une communication, il a des messages à faire passer, peut-être des caractéristiques techniques, des choses comme ça. Ça, c'est probablement les caractéristiques techniques, c'est peut-être inclus dans le catalogue, mais est-ce qu'il y a des éléments de relais de communication des fournisseurs ou pas trop? Oui, il y en a. Là, on va être plus sur... c'est une partie qu'on va moins porter, nous, avec mon équipe, qui est portée plus par le marketing produit. Ça va être dur d'être spécifique, mais oui, les nouveaux gants. Alors là, on est beaucoup sur des sujets de RSE, donc des gants qui peuvent être en matière recyclée, des chaussures qui peuvent être en matière recyclée. Donc oui, le fournisseur, sur certains produits, sur certaines gammes, sur certaines nouveautés, va vouloir qu'on pousse, et c'est normal. Et on va le faire nous, comme nos confrères distributeurs, parce que c'est comme ça qu'on renouvelle aussi les ventes. Nos utilisateurs, ils ont besoin de chaussures. Si les chaussures qu'on leur amène cette année ou l'année prochaine sont mieux, oui, il faut quand même des arguments. Tu parlais tout à l'heure des outils pour ta force de vente. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'outils digitaux, des choses nouvelles qui sont arrivées ces dernières années? Comment vous intégrez le digital aujourd'hui dans vos métiers? Pas trop, peut-être pas trop. C'est beaucoup d'appropriation de nos équipes,
et puis de nos clients. Tout à l'heure, j'ai donné un peu les profils des personas là, de nos clients. Entre le gars qui est acheteur à la défense pour un grand compte national, donc lui, il est assez digital. Et puis le mec qui est responsable d'atelier ou de maintenance dans une usine à Dunkerque, ce mec-là, déjà, au milieu de l'usine, dans l'atelier, tu te pointes avec ton ordi ou ta tablette, c'est plus compliqué. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, on est comme tout le monde, quoi, en fait, dans un moment où il va falloir accompagner de plus en plus vers le digital et où en même temps, tu peux pas dire à tes commerciaux ni à tes clients, écoutez, le papier, ça a vécu, c'est trop tard, tant pis, stop. Non, il faut quand même... c'est un peu trop radical, donc on sait qu'à terme, je sais pas, il y a probablement un moment où ça va s'arrêter. Mais c'est des mecs dans l'industrie, c'est des mecs qui se serrent la main, qui enlèvent leurs gants là pour se serrer la main, ou parfois ils enlèvent même pas leurs gants, donc ils se tapent le coude là. Donc ils ont besoin d'avoir du papier, et en même temps, le gars à qui on va vendre une solution de vending machine, lui pour le coup, il a pas besoin d'un papier, ça va pas se faire sur un catalogue, ça va se faire autrement, avec des vidéos, avec des témoignages clients, avec une autre manière de montrer le bénéfice client. Quelles sont les actions que tu as mises en place justement en termes de communication ? Sur LinkedIn, il y a quelques mois, tu avais beaucoup communiqué là-dessus, tu montrais des collaboratrices, des collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, David, de tout ce que tu as fait depuis bientôt 6 ans ? En com interne, on a fait beaucoup déjà, parce que cette nouvelle signature, cette nouvelle promesse, il fallait que les gens y croient, il fallait que les gens adhèrent au truc. Donc on a fait beaucoup, ça marche pas forcément toujours avec des campagnes, ça marche aussi beaucoup par de la répétition, de l'ancrage. Il faut que ça commence dans le discours de nos patrons, puis que ça redescende. Et puis en fait, quand je vois des fois des mecs de chez nous là qui postent des trucs sur LinkedIn, et puis qu'à la fin de leur post c'est écrit facilitateur de l'industrie ou content de faciliter le quotidien de nos clients, je me dis ok, donc eux, ils l'ont. Ça y est, ils l'ont. Ça prend du temps, mais en fait, c'est comme tout dans la com. Faut juste répéter. Ton équipe, elle est structurée comment et combien il y a de personnes ? Il y a 25 personnes chez Revolut Telecom ? I wish. Non, on est actuellement 6. Avant, j'avais 2 graphistes. Là, aujourd'hui, j'en ai plus qu'un seul. Donc, on bosse avec des prestats en freelance pour compléter. Et j'ai 4 personnes qui sont chefs de projet en communication. Ils sont pas 100% spécialisés parce que j'y crois plus. Parce que je trouve que pour les gens, c'est monotone. Donc, il n'y a pas un mec qui fait de la com interne, une qui fait de la com externe, etc. Réseaux sociaux, etc. Voilà, parce que, alors, ils ont tous des appétences diverses, des compétences complémentaires et des endroits où ils sont meilleurs que certains copains. Mais en gros, sur un projet lambda, ça peut être n'importe lequel des 4 qui bossent dessus. Selon la charge de travail, selon l'expérience, selon si on a envie de sécuriser le truc avec quelqu'un qui maîtrise, ou alors on se dit qu'on a une petite marge de manœuvre pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça. L'objectif, parce que je l'ai vécu, c'est d'éviter qu'il s'ennuie à faire tout le temps la même chose, les mêmes tâches, et surtout, ça Laurent le sait, parce qu'on en a déjà parlé dans un précédent podcast, la com interne pure, à part sur des trucs très confidentiels, ça n'existe plus. La com externe, toute seule, sans com interne, c'est pas possible. Donc en gros, la plupart des projets sont à 360. Donc tant qu'à faire, autant que les gens le soient aussi. Je pense que pour eux, c'est plus intéressant et ils sont plus, même pour leur profil perso, je pense que c'est mieux, quoi.